Ok, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce direct. Euh, je m'excuse pour le petit retard. Je suis le docteur Abdoulaye Lazine Chari. Et aujourd'hui, je veux aborder le sujet par rapport aux institutions du Cameroun. Euh, et je veux aborder les questions de la justice, n'est-ce pas, à gage. Parce que le Cameroun aujourd'hui fonctionne, n'est-ce pas, comme une très grande mafia. Et vous savez, il faut toujours essayer de voir ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre la situation que traverse notre pays. Nous sommes en train de traverser une période d'incertitude et le plus important maintenant, c'est de faire des analyses sociologiques, anthropologiques, euh, économiques, de manière à mieux comprendre la situation que traverse, n'est-ce pas, le Cameroun. Le plus important, c'est d'essayer, n'est-ce pas, d'amener les Camerounais à faire preuve de beaucoup de responsabilité, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, de la division, parce que la stratégie aujourd'hui, c'est d'amener les Camerounais à ne pas s'entendre sur la base tribale, sur la base régionale, sur la base des formations politiques, comme je vous avais dit la dernière fois, et aussi parfois sur la base religieuse. Parce qu'on veut à chaque fois utiliser des clivages pour mieux, n'est-ce pas, diviser les Camerounais afin de mieux les contrôler. Donc, et lorsque nous vous apportons des analyses, c'est pour vous aider à mieux comprendre les enjeux stratégiques, que ce soit sur la scène internationale, que ce soit dans le rapport du Cameroun avec les grandes puissances et aussi au niveau de la configuration du système international, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, tout cela, n'est-ce pas, rentre en compte lorsqu'on parle de la situation politique d'un pays. Donc, c'est un effort donc de notre part de vous apporter des informations qui sont non seulement crédibles, mais également d'orienter le politique en ce qui concerne, n'est-ce pas, tous les mouvements sociaux au Cameroun qui ont pour ambition, n'est-ce pas, de donner l'alternative au gouvernement actuel. Ce qui est important de retenir par rapport aux Camerounais, c'est que nous sommes à une période difficile et tout porte à croire qu'il y a des tractations au sommet de l'État en vue d'arriver au changement. Les Camerounais rêvent du changement, mais pas de n'importe quel changement parce que quand vous entendez la classe politique s'inquiéter d'abord en termes du dispositif constitutionnel ou bien institutionnel pour préparer les Camerounais à la transition, on a l'impression que les gens s'arrangent à créer des vides de manière à ce que la transition ne se passe pas comme prévu par la loi. Et on a aussi l'impression qu'il y a des réseaux, n'est-ce pas, qui se battent de manière très féroce pour contrôler, n'est-ce pas, la transition. Et lorsqu'on est face, n'est-ce pas, à des conflits militaires sur le terrain, ça veut dire que du côté aussi sécuritaire, les efforts sont faits pour diviser l'armée en sorte qu'à un moment donné, un groupe, n'est-ce pas, puisse prendre le contrôle du pouvoir. Ça, sont des analyses, ce ne sont pas des spéculations, parce que vous avez l'impression que le pays navigue à vue, vous avez l'impression qu'il y a des acteurs que vous n'avez pas vus par le passé, qui prennent de plus en plus, n'est-ce pas, d'ampleur, n'est-ce pas, sur la scène politique. Et ceux-là même qui ont été souvent des personnalités politiques de premier plan se mettent en retrait, ça veut dire que les gens rentrent dans le maquis pour mieux préparer le combat pour le contrôle, n'est-ce pas, du pouvoir. Donc, ça, c'est une observation purement théorique. Maintenant, dans la pratique, observer le mouvement, n'est-ce pas, de chaque groupe et observer des décisions qui sont prises au sommet et observer également dans le milieu, n'est-ce pas, des journalistes, ce qui se passe. Et vous avez, n'est-ce pas, une image un peu plus claire, n'est-ce pas, de ce qui se prépare au Cameroun. Alors, qu'est-ce que le petit Camerounais, n'est-ce pas, peut faire dans cette confusion? Le plus important, comme nous avons dit, c'est que les Camerounais soient
très averti que les Camerounais fassent très attention et qu'ils ne se laissent pas manipuler, ni par le pouvoir, ni par ces groupuscules-là qui cherchent à contrôler la transition. Ça, c'est très important. Les Camerounais doivent se mobiliser en tant que peuple, parce que la souveraineté du peuple revient avant tout aux Camerounais. Ce qui veut dire que nous ne devons plus entièrement faire confiance à la classe politique. Parce que lorsque le pays doit changer, lorsque le pays doit passer à une transition, c'est une concertation nationale, vous comprenez, consensuelle, n'est-ce pas, de manière à tenir compte non seulement de l'intérêt supérieur du Cameroun, mais surtout, n'est-ce pas, de la stabilité du Cameroun. Parce que si les gens se battent pour contrôler le pouvoir, le danger, c'est qu'ils peuvent prendre les armes et c'est le peuple qui va en pâtir. Et nous n'avons pas besoin de ça. La transition par les armes, ce n'est pas l'option qui peut arranger le peuple camerounais. Parce que nous avons appris de notre histoire que toutes les transitions qui sont passées par les armes finissent, n'est-ce pas, par détruire le pays. Observez aujourd'hui ce qui se passe en Libye et vous avez à peu près l'image de ce dont je parle. Vous avez des grandes puissances qui vont toujours chercher à contrôler les matières premières, qui vont chercher à vendre les armes, et ceux qui seront sur le terrain à combattre, ils seront des Camerounais et non des étrangers. Nous avons dit par le passé que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest n'était pas dans l'intérêt de chaque Camerounais. Nous avons dit par le passé que la guerre dans le nord du pays contre Boko Haram, ce n'est pas dans l'intérêt de chaque Camerounais. Alors, si aujourd'hui, nous sommes projetés, n'est-ce pas, vers la transition qui doit passer par une guerre, cela ne peut pas aussi être dans l'intérêt de chaque Camerounais. Bon, avant de continuer, vous savez, lorsque nous vous proposons des analyses, ce ne sont pas des analyses tirées sur le cheveu, ce sont des analyses préparées, c'est des analyses qui tiennent compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe ailleurs pour essayer d'avoir une espèce de comparaison afin d'arriver à des conclusions qui peuvent se rapprocher de la réalité. Je vais vous proposer ici, pour ceux qui lisent beaucoup, ce titre, ce livre, A Savage Order, Rachel Kleinfeld, How the World's Deadlier Countries Can Forge a Path to Security. So, ici, c'est un livre intéressant que j'ai épuisé de lire, ce que j'ai fini de lire, et qui nous donne à peu près les fonctionnalités des pays qui fonctionnent comme des cartels. Parce que le Cameroun aujourd'hui fonctionne comme des cartels. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez un pays comme le Mexique aujourd'hui, on a l'impression que les narcotrafiquants ont plus de pouvoir que la présidence de la République. Ils ont plus de pouvoir que l'armée. Vous avez assisté à l'arrestation d'un très grand chef de cartel au Mexique qui a été extradé aux États-Unis. Ce monsieur El Chapo, il avait la puissance d'au moins 5 États africains en termes de narcotrafiquants, en termes des armes, en termes d'influence auprès du gouvernement, en termes même d'influence auprès de l'armée. Ça veut dire que la corruption avait infesté le Mexique au point où ce sont des cartels, n'est-ce pas, qui vendaient la drogue, qui contrôlaient tout le pays. C'est à peu près ce qui se dessine au Cameroun. Parce que, vous savez, l'incident que nous avons vécu hier avec le journaliste Ernest Obama, c'est quelque chose de très grave. Ce que nous déplorons là, c'est non seulement la machinisation de la justice camerounaise. On a chosifié la justice camerounaise et on a l'impression que c'est des individualités aujourd'hui qui contrôlent, n'est-ce pas, la justice camerounaise. C'est-à-dire, à partir d'un coup de téléphone, quelqu'un peut rester au quartier et vous envoyer en prison sans procès. Et c'est très dangereux parce que, à ce niveau, on ne peut plus faire confiance, n'est-ce pas, aux institutions. On ne peut plus faire confiance à la justice camerounaise. On ne peut plus faire confiance à l'État. Parce que l'État est actuellement tenu par des gants, des chefs de gants. C'est comme ça que je dois les appeler. Il faut appeler les chats comme cela se doit. Donc, lorsque vous avez un directeur de télévision qui a pris tellement d'ampleur, ça veut dire qu'au niveau de la communication, il tient les barons du régime qui ont l'ambition soit de devenir président ou bien de contrôler l'administration camerounaise. Maintenant, il peut procéder au chantage
parce qu'il a des informations compromettantes, n'est-ce pas, sur ses responsables politiques, sur ses leaders politiques, et c'est très dangereux. Lorsque vous avez maintenant des connexions en Centrafrique et au Congo, ça veut dire que avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas, ils peuvent utiliser des rebelles qui peuvent même partir hors du pays, n'est-ce pas, pour investir l'intérieur du pays. Et là, c'est une menace pour la stabilité, non seulement du Cameroun, mais également pour l'intégrité, n'est-ce pas, du Cameroun. Parce que ça nous rappelle la situation de M. Mobutu en fin de règne, lorsque Kabila est rentré en jeu. Les gens doivent retenir que Kabila est parti de Tanzanie pour rentrer, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et prendre le pouvoir. On a l'impression que ce sont des mêmes scénarios qui sont en train de se dessiner à l'intérieur du pays parce que nous avons au nord du pays la guerre contre Boko Haram, nous avons au nord-ouest et au sud-ouest la guerre contre les rebelles sécessionnistes et nous avons à l'est les incursions, n'est-ce pas, des rebelles centrafricains à l'intérieur de notre pays. Maintenant, quand c'est établi que nos mafieux, n'est-ce pas, qui trafiquent l'influence avec les membres du gouvernement, sont désormais en contact avec le Congo et la Centrafrique, le livre, je veux dire l'ouvrage d'Ernest Obama aurait peut-être, n'est-ce pas, des fuites d'informations qui auraient été, n'est-ce pas, dangereux pour ces clans-là. Voilà pourquoi on se précipite de le jeter en prison, n'est-ce pas, comme du papier hygiénique. Et là encore, ce que nous voulons dire à nos compatriotes qui sont à l'intérieur du RDPC, ne vous laissez pas instrumentaliser, n'est-ce pas, dans une lutte, n'est-ce pas, pour le pouvoir, parce que ce qui va arriver à chaque moment que les politiciens vous trouveront encombrants, ils ne vont pas hésiter, soit de vous écraser, soit de vous balancer en prison. Voilà pourquoi nous nous battons pour la solidité de nos institutions. C'est très important le mot solidité des institutions. Parce qu'avec la solidité des institutions, vous avez des garanties qu'aucune instabilité n'est possible parce que les lois sont fortes et peuvent frapper n'importe quel chef de gang, très facilement. Et là, ça nous rappelle la situation du Libéria, ça nous rappelle la situation du Nigeria aussi. Vous savez, le président nigérien actuel, M. Buhari, ils ont traversé une crise, n'est-ce pas, de leadership, n'est-ce pas, au Nigeria, où les généraux se sont succédés de manière bizarre à la tête, n'est-ce pas, du Nigeria, que ce soit les Obasanjo, que ce soit les Babangida, que ce soit les Shehu Shagari, tout ce monde-là. Le Nigeria a connu beaucoup d'instabilité à une certaine période et à la fin, n'est-ce pas, c'est Buhari qui a contrôlé la situation à travers une élection démocratique. Je vous rappelle ça parce que c'est très important. Vous avez un pays où les généraux se sont battus pendant longtemps et la seule période où le Nigeria trouve sa stabilité, c'est lorsque ces généraux se reconvertissent en civils pour faire la compétition démocratique à la tête du pays. Vous comprenez? Voilà comment, n'est-ce pas, après Sani Abacha, n'est-ce pas, Abdou Salami Aboubakar a pris le pouvoir et a restauré le pouvoir civil. C'est à travers ce truchement que Obasanjo, qui était un général, est arrivé au pouvoir à travers une élection démocratique. C'est comme ça que Yar'Adua est arrivé au pouvoir étant un général, étant civil, parce qu'il a fait une compétition démocratique. C'est comme ça que Yar'Adua, même quand il meurt, c'est Goodluck Jonathan qui prend le pouvoir de manière démocratique. Et après lui qui arrive au pouvoir, c'est maintenant le général Buhari qui prend le pouvoir à travers une élection démocratique. Pourquoi est-ce que je vous rappelle cela? Vous savez, les Camerounais prétentieux, les Camerounais arrogants ont souvent l'habitude, n'est-ce pas, de s'amuser, n'est-ce pas, à comparer le Cameroun au Nigeria, alors qu'on ne peut pas comparer le Cameroun au Nigeria. Rien que l'état de Lagos dépasse tout le Cameroun entier. Ainsi, il faut le rappeler. Je veux aussi rappeler aux Camerounais que le Nigeria, c'est la première puissance économique en Afrique. Le Nigeria, c'est la première puissance économique en Afrique, avec environ 200 millions d'habitants, avec un marché commercial assez puissant. Pourquoi est-ce que le pouvoir de Yaoundé n'a jamais rêvé, n'est-ce pas, travailler en collaboration avec le Nigeria dans le cadre de la solidité de son économie? Tout simplement pourquoi? À cause de la France-Afrique. Je vous rappelle que le Cameroun, n'est-ce pas, est aujourd'hui gouverné de facto par la France. Si vous observez la sortie des officiers camerounais,
n'est-ce pas, à Lémia, c'est un ambassadeur français qui est venu présider la cérémonie. On a bien l'impression que c'est la France qui gouverne le Cameroun parce qu'on se pose encore la question. Comment est-ce qu'un ambassadeur français peut venir inaugurer une sortie de nos officiers à l'école militaire, n'est-ce pas, Terra, quand notre président est à Yaoundé? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de bizarrerie à la tête du pays où le président reçoit désormais rien que les ambassadeurs sans toutefois recevoir ses ministres? Comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses bizarres qui se passent dans notre pays où nous sommes en plein Covid-19 et le président de la République ne se prononce pas? Donc, vous avez là donc l'état, n'est-ce pas, d'un pays qui fonctionne comme un navire sans capitaine. Vous avez là, n'est-ce pas, le dessin d'un pays qui fonctionne comme un avion sans pilote. Et là, qu'est-ce que le peuple fait à ce niveau? Le peuple ne se laisse pas entraîner dans les distractions. Le peuple reste vigilant parce que le pouvoir appartient au peuple. Si nous rêvons d'avoir des institutions démocratiques, c'est le moment ou jamais. Ok, nous avons été malheureusement interrompus là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais reprendre la... Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais reprendre.